Événement à la une, Patrick Diossou, qui en assume la responsabilité, j'ai bien envie de dire, est déjà à mes côtés. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Ce matin, nous allons parler de créativité, nous allons parler de périnatalité, nous allons parler du pape. Oui, le pape François. Voilà. Ça fait 1 an. Le précédent. Le précédent. Ça fait 1 an qu'il est parti. On va parler de lui. Mais on commence déjà par la créativité. Aujourd'hui, c'est le 21 avril, la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Une journée qui permet de promouvoir tout ce qui est créativité, tout ce qui est innovation. On fait un petit tour d'horizon de cette créativité. Journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Une journée officielle des Nations Unies, célébrée chaque année le 21 avril, juste avant la journée de la terre nourricière. L'objectif, rappeler que les idées nouvelles forment le moteur pour faire avancer les anciennes pensées. La créativité est aussi bien pour l'art que pour l'artisanat, tant pour la science que pour la technique, autant pour l'entrepreneuriat que pour l'éducation. Dans un monde qui veut se vendre plus vite, fendre d'anciens problèmes ou pendre d'anciennes équations, c'est tendre de nouvelles solutions, c'est prendre de nouvelles résolutions. C'est les adopter pour s'y adapter. Les adopter pour s'y adapter. Adopter de nouvelles résolutions pour s'y adapter. Et pour pouvoir s'y adapter, on a une personne qui est en train de s'adapter au sol béninois, parce qu'elle est ici avec nous, professeur Erika Oliveira. Bonjour. Bonjour, je suis très contente d'être ici avec vous au Bénin pour la première fois. Pour la première fois. Exactement. Pour la première fois au Bénin. Vous êtes venu pour la conférence, une conférence internationale sur la périnatalité. Une conférence qui aura lieu à Cotonou. Donc Cotonou sera la capitale de cette conférence qui aura lieu du 23 au 25 avril 2026. Dites-nous, quels sont les objectifs de cette conférence? Alors, l'objectif, c'est parler du bébé, mais parler aussi de sa maman. Donc, on va parler de la femme enceinte, l'accouchement, les bébés, les premières années de vie. Donc, c'est vraiment ciblé dans ces périodes de la vie où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il faut penser aussi à la santé mentale de la maman et du bébé. La santé mentale de la maman et du bébé. Et cela rejoint un peu ce que vous avez comme intervention. Vous êtes l'une des participantes, je dirais l'une des principales participantes, l'une des principales intervenantes. Dites-nous, votre conférence, votre communication va porter sur quel sujet? Alors, j'ai l'opportunité de parler 3 fois dans cette colloque. Oui, comme ça, je suis là un petit peu à chaque jour, mais je serai là tout le temps pour échanger avec des collègues aussi, les 3 jours, comme on voit là dans l'image. Et moi, les points forts, si on peut dire comme ça, les points forts, c'est savoir qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les bébés. Donc, les méthodologies, comme on vient de voir, l'intelligence artificielle et tout ça, les méthodologies ont beaucoup changé. Et de plus en plus, nous sommes capables de savoir comment les bébés pensent, qu'est-ce qu'ils savent déjà, par rapport à sa créativité aussi. Donc, il y a beaucoup de connaissances du siècle du XXe qui aujourd'hui ont fait une mise à jour. Donc, on sait beaucoup plus qu'on savait avant et c'est ça que j'espère transmettre. Et l'importance de savoir qu'est-ce que c'est les bébés, c'est qui ça va avoir un effet, comment on fait avec les bébés. Et de cette façon, on va aussi, dans les 3e jours, parler des prises en charge par rapport à des souffrances psychiques chez les bébés, déjà avant 12 ans, même dans les premières années de vie. Oui, dans les premières années de vie. Cela signifie que vous avez la responsabilité de conduire, je dirais, 3 panels, mais il y aura d'autres personnes, d'autres experts qui vont travailler avec vous.
quel sera le mode d'emploi? Enfin, comment vous allez travailler ensemble pour ces 3 jours de... Ah oui, mais c'est très bien organisé. C'est le docteur Myriam Ebene qui a tout organisé ici sur place, Oui. qui a travaillé avec moi à Paris avant. Et elle a très bien organisé. On va faire de façon très dynamique. Il y a des moments de conférences, des moments d'échange, des moments plus pratiques. Donc vraiment, il faut y aller. Alors, professeur Erika, moi j'ai bien envie de vous demander ceci. Quelle est l'importance, mais alors véritablement l'importance de penser à la santé du bébé avant même qu'il ne vienne au monde? Parce qu'il est déjà là. On ne commence pas la vie au moment de l'accouchement. On commence avant. Donc c'est très important d'avoir déjà des bons points de départ. On va dire comme ça. Donc, c'est très important d'avoir, bien sûr, qui est aussi du côté physique, somatique, mais on ne peut pas oublier aussi le côté psychique. Il se passe déjà des choses et il faut reconnaître ça pour bien accueillir l'enfant. Durant de vos années d'expérience, professeur Erika, quelle devrait être l'attitude ou les comportements que les parents devraient adopter pour préparer la venue du bébé en tenant compte, en se disant, ben, quand il sera là physiquement, sa santé n'aura pas de souci? Très bonne question. Hein? Moi, je dirais que c'est reconnaître qu'on va connaître quelqu'un. Un bébé arrive, on ne le connaît pas. Il arrive, on va se connaître un et l'autre, la maman, les papas et les bébés. Donc, moi, je dirais que c'est très important déjà de parler au bébé, de raconter les choses qui se passent, mais encore plus, je pense, qu'être à l'écoute du bébé. Parce que les bébés aussi, ils nous parlent. Ils ne parlent pas encore avec des mots, mais ils nous parlent déjà. Donc, être à l'écoute, c'est voir qu'est-ce qu'il me parle avec son regard, ses mouvements, son cri, les pleurs. Donc, c'est être... Pour résumer, si je dis une phrase, c'est vraiment avoir cette possibilité d'être à l'écoute du bébé. Alors, quand une fois le bébé arrive et qu'on est tout content de l'accueillir dans la famille, oui, les premières semaines, les premiers mois, quels devraient être les signes qui pourraient alerter les parents, juste à l'observation d'abord, sur une éventuelle mauvaise santé de l'enfant? Si on va choisir un signe, moi je dirais des bébés trop sages. Ah, ça oui, existe, des bébés qui dorment tout le temps oui, et on dit mais... On merveille, là, il dort. Oui. Mais un bébé, il arrive avec les désirs d'échanger avec nous. Il nous demande, moi j'étais hier dans les consultations, dès la salle d'attente, les bébés nous cherchent, ils nous appellent. Donc un bébé en bonne santé mentale, c'est un bébé qui vient vers l'autre. Donc, si on est un peu inquiet, ne nous demande pas beaucoup, plutôt demander l'avis d'un professionnel. D'accord. Oui. Alors, au cours de cette conférence, vous mettrez vos ressources à la disposition des conférenciers ou des participants, je vais dire. Oui. Après, quel est l'objectif final? Qu'est-ce qu'ils gagnent en participant à cette conférence? Alors, un participant, il va accéder à des nouvelles conceptions autour de la périnatalité qu'il faut, encore que c'est tout nouveau. Hein. Moi, j'aime bien transmettre, voyager dans d'autres pays pour transmettre cette façon de regarder les bébés. Et ça change totalement la façon qu'on va travailler avec les bébés. Donc, moi, je dirais que les participants qui sont là à la fin de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, lundi prochain, ne vont pas travailler de la même façon face à un bébé. Pour certaines personnes, la périnatalité apparaît comme une notion nouvelle, au point d'y consacrer une conférence. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait ventiler la culture un peu partout de la périnatalité afin non seulement de prendre soin de la femme enceinte, mais aussi de préparer et de soutenir l'enfant qui naît? Mais je pense que c'est donner cette place au bébé. On imagine que les choses se passent après que le bébé commence à parler quelques mots. Et ce n'est pas vrai. Au moment qu'il parle quelques mots, il a déjà fait un grand travail dans sa tête pour arriver jusque-là. Donc, il y a besoin, par exemple, s'il est né ici, à Cotonou, à Paris, à São Paulo, à Pékin, il va, vers 12 mois, parler des mots de cette langue, là où il est arrivé. Donc, imaginez-vous
la quantité de travail du bébé, parce que nous, on essaie d'apprendre d'autres langues. Moi, je fais l'effort pour les fonds, hein, je n'ai pas encore réussi. Mais on a toujours une comparaison. Donc, on va dire, mais si on parle comme ça, un anglais, un français, un italien, et les bébés, il n'y a pas une première langue, il est en train de tout construire. Donc, vraiment, les premières années de vie du bébé, c'est une année de beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ah, merci madame, merci professeur. Alors, lorsqu'on se retrouve avec des experts qui sont autour d'une thématique, il y a certainement des résultats qui vont sortir de tout cet ensemble. Est-ce qu'il y a à moyen court, moyen et long terme, une association qui va naître ou quelque chose? Qu'est-ce qui va apparaître après cette rencontre-là? Oui, en fait, ces rencontres, il vient déjà fêter tout le travail qui est en train de se faire ici, sur place. Et il y a la nouvelle association qui est aussi créée pour un groupe autour des docteurs Mihem et Béné, qui s'appelle SMP. Et on a aussi envisagé des échanges pour la suite. Donc, je suis très contente d'arriver avant. Donc, je suis au Bénin depuis dimanche, au travail déjà à l'hôpital depuis hier, et j'ai rencontré des professionnels merveilleux avec une ouverture pour l'échanger. Et moi, j'espère que ça continue et c'est ça qu'on va créer vraiment des possibilités d'échange, de travailler ensemble. Oui. Eh bien, ça va être une énorme opportunité pour le secteur, vraiment d'acquérir ou bien de compléter les connaissances en la matière. Alors, professeur Erika, si vous avez un mot de fin pour conclure cet entretien avec vous, que diriez-vous? Alors, je dirais que je suis très contente aussi d'apprendre avec vous. Donc, c'est incroyable la journée que je suis passée hier et je pense que ça va continuer. J'espère que ça va continuer et qu'on va avoir des jours vraiment d'échange et que j'espère que les 3 jours aussi aux conférences, on va avoir des très bonnes possibilités d'échanger, de faire ensemble et de continuer pour la suite. Merci à vous et on vous souhaite un excellent séjour au Bénin. Et vous savez, ici, c'est chez vous. Hein. Revenez quand vous voulez. Merci, madame. Avec plaisir. Allez. Alors, Patrick Djossou, vous parliez donc en introduction du pape François qui s'en est allé il y a un an. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Oui, le pape François est parti il y a un an. Un an après, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce pape? Il y a un petit élément qui va en parler, mais on retient déjà que le pape François, c'est un pape de la solidarité, un pape qui a recréé en nous l'idée qu'on ne doit pas rester dans un simple couloir de circulation et qu'il y a l'interreligiosité. On suit cet élément. Le pape François est décédé le 21 avril 2025, lundi de Pâques, à 7h35 au Vatican. Depuis, c'est le pape Léon XIV qui lui a succédé. Jorge Mario Bergoglio. Son nom à l'état civil, 266e pape de l'Église catholique, pontificat du 13 mars 2013 au 21 avril 2025, soit un peu plus de 12 ans. Origine, Buenos Aires, en Argentine. Particularité, premier pape jésuite, premier pape originaire d'Amérique latine, premier pape à choisir le nom de François en référence à Saint François d'Assise, mais il refusa le titre de François Ier par humilité. Simple, humble et direct, il a engagé une profonde réforme de la curie pour la rendre plus missionnaire, a promu la synodalité, a dénoncé le cléricalisme et a donné plus de responsabilités aux femmes et aux laïcs. Une pastorale de la miséricorde, une défense des migrants, une justice sociale, une solidarité plus accrue, un respect de la création avec l'encyclique sur l'écologie, un dialogue interreligieux. Comme voyage marquant, il est le premier pape à aller en Irak, en Corse et dans des terres jamais visitées par un souverain pontife. Un an après son décès, le pape Léon XIV est désormais en fonction et effectue une tournée en Afrique en ce mois d'avril 2026. Le pape François, 266e successeur de Saint-Pierre. Eh bien, le pape François, c'est vrai, il est parti il y a un an, Patrick, mais c'est vrai qu'il a quand même laissé un impact, un héritage
pour la communauté catholique, pour ne pas dire le monde entier. Oui, un héritage pour le monde entier, parce que c'est le pape qui a voulu montrer que il ne faut pas se dire religieux et rester simplement dans son cocon. Il faut aller vers les autres. Il dit que le prêtre ne doit pas rester simplement prêtre et dans son, enfin, je dirais, dans les quatre murs de l'Église ou bien dans son univers, lui tout seul. Il doit aller vers les fidèles, il doit partir pour continuer l'évangélisation. Et l'évangélisation, ce n'est pas simplement parler de ce qui est du Christ, mais c'est accrocher, s'approcher pour voir ce que l'autre fait, ce que l'autre a comme force, ce que l'autre peut apporter comme force, comme puissance ou comme énergie, et voir si on peut l'aider à grandir. Donc, vous savez, Saint François d'Assise, c'est celui-là, le saint des pauvres. Donc, le pape François a voulu être le pape qui s'approche des pauvres. Justement, et puis le pape François, quand il vivait, lors de son règne, il a fait preuve d'ouverture. C'est lui qui allait vers les autres. On l'a vu dans ce combat de défense des migrants, par exemple. Oui, défense des migrants. Il a commencé par... la première visite, c'est à Lampedusa, vous savez. L'île qui accueille les migrants. L'île qui accueille les migrants. Sa première visite, c'est à cet endroit-là. Il a montré que les migrants, ce ne sont pas des personnes à rejeter. Ce ne sont pas des personnes qui sont à nettoyer de la surface de la terre comme cela se faisait ou comme cela continue de se faire. Il faut quand même qu'on le dise. Mais il a montré que quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Donc il faut les accueillir. Il faut comprendre pourquoi ils bougent d'un endroit pour un autre. Pourquoi ils considèrent que là où ils viennent, c'est un Eldorado. Il ne s'agit pas de les chasser comme des pestiférés, comme des malpropres. Il s'agit de les accueillir et de comprendre pourquoi ils viennent et d'aider à leur trouver quelque chose qui puisse rassurer leurs pensées. Ils cherchent un refuge, ils cherchent un endroit où pouvoir se reposer. Mais accueillez-les d'abord, avant de savoir... Et puis après, vous discutez. Vous discutez. Donc, c'est ce pape-là qui a montré qu'il est utile de discuter, il est utile de s'accommoder avec tout ce qui est autour de soi. Il ne faut pas rester, je le redis, enfermé dans son cocon. C'est le pape qui a voulu aussi qu'on puisse être dans l'interreligiosité. Il est allé en Irak. Il a pu... s'approcher de l'islam, il a eu des paroles qui ont rassuré ceux qui sont islamisants, ceux qui sont musulmans. Il les a rassurés que Allah, c'est le même Dieu. Il les a rassurés que ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse considérer qu'il y a un Dieu unique dans le ciel et que ce Dieu dirige le monde. Et dans ce cas, il n'y a plus à se séparer, à dire je suis de telle religion, je suis de telle obédience religieuse. Il faut faire preuve d'amour. Voilà. Merci Patrick Diossou. Eh bien, vous avez ravivé en nous les souvenirs laissés par le pape François qui s'en est allé il y a exactement un an. Ce qui est sûr, que le Seigneur continue de veiller, de lui accorder le repos éternel. Oui, amen. Merci Patrick Diossou. Oui. On se retrouve demain. Oui, demain. Pour d'autres événements, toujours à la une. Oui, allez. Avec le même engouement. Tout à fait. Merci Patrick Diossou.